J'espère que je suis dans le cadre et net parce que là, franchement, j'ai plus du tout le temps de faire d'autres prises. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de ce que c'est que d'être trans et lesbienne du côté des meufs trans. Et je vais essayer de parler avec ma perspective et j'espère que ça correspondra à la perspective d'autres gens, qu'on pourra en faire quelque chose. Mais voilà, je parle quand même que pour moi, hein, je précise. Alors pour commencer, je vais dire deux trois trucs sur pourquoi je parle de ça maintenant. En fait, j'ai lu Stone Butch Blues il y a pas longtemps, ça m'a donné beaucoup de courage, ça m'a fait pleurer de joie et de tristesse comme beaucoup de un peu comme Rafiki en fait, le film Rafiki. Enfin bref, c'est l'auteur de Stone Butch Blues parle de vulnérabilité avec des mots différents du mot vulnérabilité, etc. Mais j'ai lu énormément de choses que je pensais et que je vivais et ça m'a donné un courage de fou. Et j'ai besoin de ce courage parce que je me suis aussi beaucoup fait user par les turfs que j'ai rencontrés sur internet. J'ai des moments où comme ça j'essaie d'arrêter d'être là pour rigoler sur internet, j'essaie un peu d'aider les gens et bref, je me suis tellement retrouvé à me faire user par les turfs dans ma vie que même quand une fille me plaît, j'arrive pas forcément à lui dire sans me faire donner au cerveau. Je sais que j'ai rien à me reprocher, mais à force qu'on te le dise tout le temps que t'es potentiellement coupable d'un truc, etc. Parce qu'on te dise que t'es là pour qu'on t'accuse d'être un complot d'hommes qui s'est organisé pour infiltrer le féminisme, qui voudrait imposer des pratiques médicales qu'on dénonce en fait quand on lutte aux côtés de nos adelphes intersexes, qu'on nous accuse de... Ouais, il y a des trucs vraiment, on dirait de la propagande des années 50 tellement c'est lunaire. Et j'ai quand même parlé à des turfs récemment et j'ai compris un truc, à force de voir en fait qu'elles avaient vraiment toutes ces idées, cette espèce d'idée étonnamment précise de ce que les turfs ne sont pas, de ce que les trans ne sont pas, mais vraiment avec une espèce comme un cartoon dessiné comme si elles avaient vu un espèce de documentaire qu'elles avaient regardé plein de fois. Le truc est complètement lunaire, quoi. Elles avaient vraiment une vision comme si c'était factuel, en fait, que les trans, qu'il y avait un espèce des archives de comités de trans qui avaient décidé de, oui, alors on va faire ça pour s'infiltrer chez le féminisme, on va choper notre thune dans le patriarcat, machin. Toujours avec ces images ultra violentes qui ont des impacts assez, des impacts en fait sur comment les gens se sentent, y compris moi du coup. J'essayais quand même d'avoir de l'empathie avec elles, j'essayais d'être charitable, j'essayais de pas de les tirer de là parce que je voyais vraiment qu'il y avait des gens qui avaient l'air d'avoir commencé à penser comme ça il n'y a pas très longtemps. J'essayais de communiquer avec ces gens, j'essayais de... En fait, moi j'essayais de leur parler et j'essayais qu'elles comprennent en fait que ce qu'étaient vraiment les trans, j'essayais de leur donner un peu de ce que c'est que ce vécu-là plutôt que de les laisser avec leurs espèces d'images déformées. Et je me suis retrouvé face à des gens qui étaient genre complètement bloqués dans leur vision, dans leur haine, et dans leurs espèces de cycle de haine, et ils débarquaient. Au début, il y en avait une, puis deux, puis trois, puis au moins, au bout d'un moment, huit, et on finit de paraître dans des arguments qui n'ont rien à voir avec le truc de départ. Et en fait, elles parlent et fonctionnent vraiment comme des fachos dans les commentaires, et ça m'a fait me dire que, en fait, les turfs, qu'elles soient hétéros ou lesbiennes, fonctionnent vraiment comme des incels. Il y a vraiment un truc en mode, elles ont une espèce de vision déformée du monde, une espèce de haine très profonde, mais aussi un côté assez misérable en fait. Un côté assez... on dirait qu'elles vont mal tout le temps et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir et qu'elles ont besoin que ce soit la faute des trans. Et du coup, je me suis dit que... En fait, du coup, je ferais mieux de les ignorer, même si du coup ça a un peu impacté sur ma santé mentale quand je suis tombé là-dessus. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, finalement, de m'être fatigué avec des gens tout petits. Vraiment, j'avais l'impression, comme on peut se fatiguer à débattre avec des fachos qui sont en fait des gamins de 15 ans, et ben là, j'ai vraiment l'impression de discuter avec des personnes toutes petites qui essayaient d'utiliser des mots super violents pour essayer de se grossir, mais qui au final étaient incapables de répondre vraiment à ce que je disais. Donc je vais les ignorer parce que je leur ai assez tendu comme, la main comme ça, et qu'être paumé, ça excuse pas tout. Alors voilà l'histoire de ma lesbiennitude. Je pourrais dire goudouitude, lesbiennitude, je sais pas trop quel mot employer. Je parlerai peut-être de mon rapport au mot plus tard, mais donc l'histoire de ma lesbiennitude, elle a commencé assez tôt. J'étais amoureuse dans mon coin, j'étais une gamine, j'avais des copines. Parfois on jouait dans Harry Potter ou au loup, et par moments on jouait à papa et maman. Et j'aimais pas ça parce que papa, le prince ou je sais pas quel archétype masculin, c'était à moi que ça incombait parce que je jouais avec elles et que j'étais là et que j'appartenais visiblement pas à leur catégorie. Et j'aimais vraiment pas ça en fait. Je trouvais ça vraiment nul comme rôle. J'avais peur de. J'avais l'impression qu'en fait on se coupait de quelque chose qui était beaucoup plus intéressant. Et parce qu'on pouvait jouer à l'aventure ou à ça. Et j'avais peur d'être une princesse, mais le jour de l'anniv d'une amie,
j'étais un peu dans mon coin, il y avait des gens qui savaient danser, moi je savais pas danser, on était petits, hein. Elle m'a passé un costume de sorcière, et là j'ai beaucoup aimé mon rôle, même si j'étais censé être la méchante. Par la suite, comme j'en parlais dans ma vidéo sur la machinerie interne, le côté chelou que j'ai m'a fait un peu sortir du lot. J'étais quand même amoureuse dans mon coin, j'étais amoureuse de plein de filles en fait, mais globalement, je l'ai dit à personne parce que j'avais peur, honte, et que quand j'avais à peu près 10, 15 ans, quand je commençais à être au collège, 10, 11, 12 ans, euh, j'ai vu que les garçons avaient une manière d'aimer les filles qui n'était pas la mienne. Moi, je savais que quand je grandissais au collège, j'entendais qu'aimer les filles, c'était d'abord un truc sexuel, un truc de pouvoir, un truc de et toi tu l'as fait, et toi tu l'as pas fait, un truc qui impliquait beaucoup de violence et de honte et d'écrasement, d'imagerie porno aussi. Et pour moi, vraiment, j'avais un rapport aux filles qui était vraiment, j'étais vraiment amoureuse, quoi. J'étais vraiment intimement, émotionnellement amoureuse avant d'arriver dans. J'étais pas asexuel, hein, mais pour moi, c'était vraiment une part d'un truc plus grand, la sexualité. C'était pas une entrée, c'était vraiment une pièce dans une maison. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la maison, pas la pièce, quoi. Et je pense que je sais pas comment j'aurais réagi si une fille était allée vers moi à ce moment-là. Mais je pense que j'aurais découvert beaucoup de choses sur moi-même plus tôt. Par exemple, même en couple, j'aimais pas qu'on me réduise quand je me suis retrouvé en couple. J'aimais pas faire le papa, la maman ou quoi. J'avais toujours eu envie de partir un peu à l'aventure, de me perdre. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui me prenait dans ses bras, quelqu'un sur qui pleurer, quelqu'un qui parlait, qui soit là surtout. Pas quelqu'un qui me prenne pour une apparence ou qui veuille qu'on joue un rôle en fait. Si on jouait un rôle, c'était pour dire quelque chose, pas pour rentrer dans le rôle. Parce que pour moi, il y avait toujours une part d'authenticité très importante. Et je détestais voir toutes ces performances un peu médiocres commencer à s'apprendre et à se construire autour de moi. Toutes ces espèces de performances de masculinité un peu débiles de moi je baisse plein de gens. Puis de voir des filles aussi se bloquer. J'ai vu des filles qui étaient super intéressantes, qui rêvaient qui avaient des rêves très divers et puis qui d'un coup se réduisaient à essayer de se conformer à un espèce de rôle féminin qu'on leur avait impliqué, qu'on leur avait collé dessus. Et, euh, et je trouvais que quand ce masque se cassait, il y avait quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus beau. Et du coup, c'est à peu près ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Mais plus tard, quand j'ai commencé à avoir une sexualité, vers mes 15 ans, je me suis rendu compte que j'étais fasciné par le plaisir de l'autre. Que le rôle de mec était vraiment naze au possible pour moi. J'avais pas vraiment de potes en fait à qui raconter ce que je faisais, comme beaucoup de mecs le font en fait quand ils commencent à avoir une sexualité. Donc j'ai jamais vraiment fait ce truc là de raconter les histoires de cul comme une espèce de conquête. Moi, quand j'ai eu une sexualité, c'est parce que j'en avais envie en fait. Je dirais que j'ai été épargné d'une certaine quantité de violence, mais j'ai tout de suite été dans un espèce de truc qui était non codifié, en tout cas qui s'écrivait par improvisation et pas par imitation en fait. Il y a eu des années sombres par contre après ça où quand j'ai commencé à transitionner, je pensais que personne m'aimerait. Pour me sortir de la dépression, j'en ai parlé à des gens alternatifs, des gens qui restaient dehors pendant les pauses en cours de lycée. Et en parlant de ma sexualité, je commençais à dire que, en réfléchissant à ce à quoi ça correspondait, je me suis dit que j'avais beaucoup de pratiques qui rentraient dans ce que j'imaginais être la lesbiennitude. J'avais un rapport aussi qui était très lié au plaisir de la femme et qui me semblait particulièrement anormal dans la sexualité d'un homme hétéro. Et donc, au début, je disais que c'était un peu comme être lesbienne, mais parce qu'en fait, j'avais beaucoup de potes lesbiennes autour de moi. Et au début, c'était juste une vanne, mais il y a eu des conversations que comme il y a des conversations que j'ai eu besoin de l'avoir plusieurs fois, cette conversation. J'ai arrêté de dire comme si, j'ai juste dit que j'étais lesbienne, mais j'avais pas encore le mot trans. Donc j'ai su que j'étais lesbienne avant de formaliser l'idée que j'étais une femme. Par contre, c'était assez entendu que j'étais pas vraiment un mec sur pas mal de plans en fait. C'était pas forcément de la non-binarité parce qu'il n'y avait pas de mots là-dessus, mais on n'en parlait pas vraiment en fait. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre à parler des choses comme ça. J'ai une pote qui m'a pas spécialement jugé là-dessus, c'est devenu une très grande pote pendant le lycée, et je me sentais moins seul à cause d'elle parce que du coup, elle pouvait, je pense qu'elle avait cette espèce de solitude que j'avais aussi, cette espèce de probablement d'autisme un peu, qui faisait que du coup on s'est pas mal entendu là-dessus, et aussi qu'elle comprenait l'idée de lesbienne, elle comprenait l'idée que j'étais lesbienne, et ça lui semblait pas impossible. Après, on n'était pas complètement au point sur tout, mais
il y a quand même un moment, parce que j'étais quand même pote avec beaucoup de lesbiennes, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, par hasard, que je m'entendais avec les gens avec qui ça collait, c'était souvent des personnes lesbiennes. Pas forcément des gens avec qui j'étais intéressé d'ailleurs, hein, des gens avec qui je pouvais être juste pote, et directement pote, sans forcément être intéressé avant et me dire que non. Et ça a fait que du coup, bah, j'ai fini par lui faire rencontrer une fille, elles ont fini par être ensemble ben, je dirais 6 mois à peu près. Donc à ce moment-là, à peu près toutes mes potes étaient bi ou lesbiennes, mais comme j'étais en section scientifique et que les meufs étaient plutôt en littéraire ou dans d'autres classes, bah, j'étais vraiment dans la meilleure période de ma vie dès que j'étais pas en cours en fait. Et ça a été vraiment dur au niveau lycée parce que du coup j'étais vraiment en mode... j'étais comme un cadavre quand j'étais en classe, et en même temps j'avais l'impression de revivre quand j'étais avec les gens. Enfin, les meufs en fait, parce qu'il n'y avait pas de mecs dans les gens, il y avait peut-être deux trois mecs comme ça, mais je pense malgré tout, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était la meilleure période de ma vie parce que je sortais d'années de dépression. Et c'était quand même pas une période de grande joie, j'étais assez vide comme personne, mais ça a quand même représenté une espèce de sortie de solitude. À la fin du lycée, j'avais un peu entendu parler et commencé à parler d'idées de transidentité. J'avais rencontré une personne trans, j'en avais parlé avec une pote lesbienne qui savait que les trans existaient. J'avais une pote qui avait une heure de libre avant la philo, en fait, c'était elle, et je lui ai dit que je préférais être une fille. Si ça pouvait se jouer à un coup de baguette magique, je dirais oui tout de suite. Elle m'a dit que c'était pas facile, et j'ai pas bien su lui répondre, mais je savais ce que c'était que les règles, parce que malgré tout, je me suis beaucoup éduqué dans mon coin. Je savais pour le harcèlement, parce que j'avais déjà un début d'éducation féministe, que je m'étais un peu fait pareil dans mon coin. J'avais pour le sexisme, je savais que c'était un combat, mais je savais que ma vie de sens, au contraire d'un combat, c'était vraiment comme un mélange de fait d'être mort, mais pas vraiment mort, d'une espèce d'immortalité grise, un peu comme quelqu'un qui aurait vécu pendant 1000 ans et qui aurait plus rien qui le touchait dans sa vie. Et je préférais que... Je savais que c'était un combat, mais je savais que ce serait plus dur de continuer un chemin de mort plutôt que de me battre sur un champ de bataille. Mais comme j'ai pas trop su le dire à ce moment-là, je lui ai dit que je préférais comme les filles étaient ensemble. C'est le premier truc que j'ai su exprimer. Elle m'a dit que tout n'était pas comme ça, qu'il y avait des femmes qui faisaient du mal aux autres. Et je l'ai compris dans mes tripes avec le temps. Mais je crois qu'elle comprenait pas que moi, je sortais d'une prison d'hommes et que chaque parole échangée avec elle, c'était comme une bénédiction au sorti d'un enfer de peur et de honte. Alors, je lui ai dit que si d'un coup de baguette magique on pouvait me changer en femme, je le ferais direct. Une autre fois, elle m'en a reparlé, elle m'a parlé d'un youtubeur qui parlait de transidentité. J'ai oublié son nom, mais j'ai commencé à chercher des trucs sur internet à ce sujet-là. Je suis pas encore sûr de moi, mais les vacances sont arrivées. Ma mère m'a réveillé pour dire que j'avais mon bac. Et j'avais pas grand chose à en faire parce que j'avais tenu vraiment le lycée uniquement grâce aux filles. Et j'en avais pas grand chose à foutre non plus de ma vie. Et j'avais beaucoup trop envie de mourir pour croire en l'avenir. Mais il s'est passé un truc. Il y a une fille qui est venue me voir, j'avais encore 17 ans, je crois qu'elle en avait 20. En fait, elle m'a envoyé un message par rapport à une image que j'avais écrit, j'avais partagé sur Facebook. C'était un mix entre Harry Potter et les Doors avec écrit Gryffindors. Et il y avait il y avait la tête de Daniel Radcliffe sur le corps de Jim Morrison dans l'album en noir et blanc là. Et elle s'est mise à me parler de cul. Puis elle m'a dit de venir. Et à ce moment-là, moi j'étais en mode, est-ce que c'est réel? Quelqu'un vient vers moi comme ça en mode random alors que j'ai passé énormément de temps seul, je sais pas ce qui fait, c'est un bug dans la matrice quoi. Peut-être elle me prend pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Et puis à ce moment-là j'ai compris le truc, c'était qu'en fait Toulouse c'est à 200 km, mais j'avais pas compris à ce moment-là. Elle a insisté, je me suis retrouvé à Toulouse parce que j'étais vraiment un chien de la casse. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à Toulouse. À ce moment-là je me suis retrouvé pleine de doutes face à ce mélange d'absurde et de comique. J'ai repris mon déguisement d'homme, mais poussé au max, alors que ça faisait un moment que je l'avais relativement abandonné. Et c'était tellement foireux, il y a des drag kings débutants qui sont beaucoup plus convaincants que ce que j'essayais de proposer. Et j'arrive chez elle, un peu en mode gentleman foireux, je lui donne un pull parce qu'elle m'a dit qu'elle avait froid. Oui, elle m'a dragué en me disant qu'elle avait froid, moi je ramène un pull. Putain, désastre ambulant. Désastreuse comme une lesbienne qui débute, quoi. Comme une lesbienne en général, parce que putain, qu'est-ce qu'on est désastreuse quand on date. Oh là là. Et puis je ramène du vin blanc que j'avais acheté illégalement en prenant pour un gangster le matin. Elle commence à me faire boire un peu. J'aimais vraiment pas ça. Je n'aime toujours pas l'alcool. Je comprends pas comment on aime ce truc. Mais ça m'a fait rigoler. Et j'ai essayé un peu de faire le mec. Parce que j'étais dans une ville que je connaissais pas, chez quelqu'un que je connaissais pas. Et cette meuf, elle était clairement plus intelligente que moi, plus expérimentée aussi. Bref, en 5 secondes, elle a cramé que j'étais pas aussi costaud que ce que je présentais. Et elle a fait tomber tous mes masques les uns après les autres. Dès que j'essayais d'avancer un truc, dès que j'avançais un peu avec de la fierté, un peu avec à essayer d'être un peu sur la défensive,
À la fois, elle me faisait rire, mais en même temps, elle faisait tomber cette barrière. Et c'est comme si elle avait un peu craqué toute mon armure et qu'elle pouvait voir à travers moi. Et que, en fait, il y a un peu ce truc de genre, quand tu regardes quelqu'un, tu essaies de comprendre vite fait qui c'est. Et moi, à une époque, j'arrivais vite à comprendre comment les mecs fonctionnaient, mais les meufs, c'était toujours un mystère. Et par contre, elle, j'ai l'impression que vraiment, elle m'a regardé et elle a vu à travers moi comme si j'étais transparente. Mais je lui ai dit que j'étais lesbienne. Et ça avait l'air d'être opaque. Ça, elle avait l'air de pas pouvoir le traverser d'un coup. Parce que c'était quand même étrange et ça sortait un peu de. Ça ressemblait pas à ce qu'elle avait déjà dû voir chez d'autres mecs. Et ça l'a un peu interloqué. Elle avait aussi, elle était bi, hein, je crois. En tout cas, elle avait eu des rapports avec des meufs et des mecs. Et comme on n'était pas là pour discuter, elle a mis mes mots à l'épreuve, tout en continuant de se foutre de ma gueule, évidemment. Et on va rester tout public, mais j'ai jamais autant aimé Eri que ça avant. Et quand je suis reparti chez moi 3 jours après, il restait que ça de mon identité qui tienne encore debout. C'était un peu le nouveau fondement, j'étais lesbienne. Avant de partir du lycée, j'avais dit à un pote un truc que je me rappelle encore. Je lui ai dit que j'essaierais de transitionner dans 5 ans. Après mes études, si j'avais encore ce sentiment, je disais hormones dans 5 ans. Mais que ça serait sûrement plus vite en réalité. Bah, en fait, non. J'ai vraiment mis longtemps à me mettre aux hormones. Donc, niveau timing, je crois que j'ai commencé à peu près 5 ans après ça. 4 ans peut-être. Ouais, vraiment, on était vraiment entre les deux. Mais je commençais à accepter l'idée d'être une meuf au cours de l'année qui a suivi. J'ai commencé à me féminiser. Je pensais que mon genre était fluide pendant plus ou moins un mois. Je me disais gender fluid. J'avais des amis qui me soutenaient, au moins dans ma transition. J'avais toujours une petite base de gens autour de moi. J'étais toujours un peu entre deux, entre masculin, féminin, entouré, seul. Et j'ai vu en me féminisant que la virilité débile, c'était un obstacle pour séduire parce que j'ai vu que je commençais à intéresser beaucoup plus de filles. Mais j'avais été seul trop longtemps pour être supportable et je tenais le coup en tombant un peu amoureuse en secret. Mais aussi quand j'étais dans cette espèce de masculinité moins virile, je crois qu'il y avait un truc qui me gênait, c'est que moi j'étais attiré par les meufs qui étaient en face de moi, mais les meufs étaient attirées par cette espèce d'image que je renvoyais sans faire exprès. Et j'avais pas envie de correspondre à ce truc-là. Même une masculinité non toxique, c'était pas mon truc. Euh, Même si c'était ça qui les attirait en fait. Moi j'avais pas envie qu'on m'aime pour ça. C'est un truc qui me dégoûtait. Et j'ai vraiment eu peur que personne ne m'aime si j'étais trans. C'est un truc qui m'a ralenti. Je pensais qu'il y en aurait. Il devait y en avoir genre quasiment aucune autre personne trans dans le monde et du coup je pensais que personne ne pouvait aimer un truc aussi unique et franchement unique pas forcément dans le sens positif vu comme j'allais mal à l'époque. Puis il y a eu Myriam, une grande fille rousse qui m'a dit qu'elle aimait les gens comme moi. C'était un peu du fétichisme mais ça m'a fait croire en moi. En parallèle j'étais dégoûté de ma masculinité parce que j'ai appris déjà par rapport à ce truc intime des gens qui me regardaient mais aussi parce que un des rares potes que j'avais encore s'est avéré être un violeur et à ce moment-là je commençais à perdre mes cheveux. En bref, c'est à ce moment-là que je crois que j'ai abandonné la masculinité complètement. Il y avait trop de malheur et c'était constamment associé à la masculinité, du point de vue collectif, intime, etc. Il y a une lesbienne fantastique qui est rentrée dans ma vie quand les potes se sont éloignés de moi. Elle m'a embrassé, j'avais pas encore de nom. J'ai trouvé Lola dans une chanson des Kings qui a dit que les trans existaient, même si cette chanson est carrément transphobe. J'ai dit qu'il y avait moi et Lola, que les deux étaient là. Quand j'étais heureuse, Lola était là. Alors on a dansé dans la rue, on s'est embrassés. Et chez moi, je pensais qu'on allait faire un truc ensemble. Mais ok, trigger warning, partie intime. Le truc entre mes jambes se faisait remarquer et je voulais pas de ça, pas maintenant. Je voulais la tenir dans mes bras, mais ça se calmait pas. J'ai commencé à pleurer et elle s'est barrée. Après ça, c'est devenu ma meilleure pote, mais on s'est pas vu pendant un mois. J'ai commencé à être Lola par intermittence parce que c'était super triste dans ma vie. En n'étant pas Lola, mais en même temps ça demandait beaucoup d'énergie d'être Lola. Et puis je suis parti à un festival auquel j'étais allé une année avant en fait, en l'été au lycée, et c'était de nouveau l'été. Et j'ai été Lola pendant tout le festival. Ça s'est pas arrêté en fait, c'est la première fois que ça s'arrêtait pas pendant plusieurs jours. Et j'ai revu une pote lesbienne de festival l'année d'avant, on s'est rapprochés, j'ai rencontré des personnes trans qui étaient ses potes, et il y a eu des moments avec des militants, mais on s'était perdu de vue. Mais il y avait eu des moments dans ma vie avec des militants où j'avais rencontré des personnes trans, mais on s'était vite perdu de vue. Et là, j'avais enfin des amis trans. Et
Bref, j'ai plus arrêté d'être Lola après ce festival. Je pensais que ça a duré juste 10 jours et peut-être que ça se ramènerait, mais j'ai eu la sensation d'être vraiment heureuse parce que j'avais vraiment aucune contrainte. J'avais pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un, j'avais pas peur que quelqu'un me fasse exister dans ce festival. Et après ça, j'ai plus arrêté d'être Lola. Personne m'avait fait sentir mal, et donc j'ai compris que c'est en femme que je serais heureuse. Je suis allé à Toulouse pour revoir Myriam qui y habitait, mais elle m'a fait un faux plan. Donc j'ai appelé ma pote de festival. Elle était un peu saoulée parce que j'étais là sans avoir vraiment prévenu, parce que moi je pensais que ça serait Myriam qui m'hébergerait. Mais bon, j'étais là de toute façon, donc elle m'a fait tester un soutif et du maquillage, et j'ai circulé en ville comme ça grâce à elle. Mon premier rouge à lèvres était noir, et elle m'a donné mon premier soutif. Je crois que j'ai eu des collants qui ont coupé ma circulation à ce moment-là, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc je suis rentré à Montpellier, j'ai commencé à être une fille en ville. C'était comme être un monstre et une star. Et quand j'étais avec ma meilleure pote Nati à l'époque, on était vraiment des stars ensemble. Euh, j'ai retrouvé des militants trans sur Montpellier, j'ai commencé à retrouver la communauté et à devenir la Lola que vous connaissez. Et un jour, dans un bar, j'ai rencontré une fille. J'étais pas très bien, alors je lui ai un peu pris la tête avec mes histoires, mais elle s'en foutait. Je l'ai raccompagnée dans le tram et elle m'a demandé si je voulais venir. Alors j'ai dit oui. On est rentré et il faisait frais. Et je tremblais. On a passé 1 heure à se caresser, à s'embrasser. C'était presque comme du tantrisme en fait. Et on est resté relativement habillés. Enfin, on a gardé les fringues du bas. Et en fait, je crois qu'on a fait l'amour avec tout notre corps, sauf la partie qui obsède les fétichistes des trans. C'était vraiment extatique. J'ai su que c'était ce que je voulais en fait dans la sexualité. C'était ça qui m'avait toujours plu. Parce que pour une fois, c'était aussi moi qui ressentais le plaisir. Je le ressentais pas à travers l'autre en fait. Enfin, évidemment, j'avais du plaisir que cette personne se sente bien, mais quand ça me touchait moi, j'étais vraiment heureuse. Et presque d'une manière performative, elle s'est excusée que ça aille pas plus loin. Et j'avais oublié ce que plus loin ça voulait dire parce que j'étais déjà allé plus loin que le bout de mon monde à ce moment-là. Je l'ai plus vraiment revu après ça, mais je crois que ce que j'aime dans la lesbianitude, c'est ça. Il y a une espèce d'intimité colossale, un truc qui est puissant comme une montagne et profond comme un océan, mais pas avec une goutte de pouvoir au fond. Il y a aussi une fois où il y a un mec trans qui m'a prise dans les bras. J'ai été une fille avant ça, mais je pense qu'après ça, je me suis vraiment sentie comme une meuf, comme une femme. Femme, femme. Après avoir lu Stone Butch Blues, je sais pas trop me situer au niveau butch ou femme. Je crois que j'aime bien le terme butchy femme pour ça. J'avais envie d'aimer et de donner de l'amour, j'avais envie de séduire, j'avais envie de faire danser, mais j'avais encore besoin de rencontrer d'autres meufs, puissantes comme des montagnes, qu'une meuf me comprenne en 5 secondes et me fasse rire. Tout cet amour et cette gratitude pour le monde, elle a nulle part, cette gratitude, elle a nulle part où aller à part dans mon art. Donc, je veux dire que je suis pas une femme, je suis Lola. Je suis pas une femme, je suis cette femme-là. Je suis pas une lesbienne, je suis Lola Kings. Je suis pas juste une lesbienne trans, pas juste une butch et une femme en même temps. Je crois que j'aime bien le mot transbienne. Tout ça pour dire que je peux pas vous donner une définition précise de ce que c'est que la lesbianitude, mais je peux vous assurer que c'est d'abord une forme d'amour avant d'être une question de définition ou de politique.